Alors, ça nous permet bien de continuer dans notre réflexion sur la rupture du contrat de travail et les assouplissements éventuels, en parlant cette fois-ci des plans de départ volontaires. Et je laisse la parole donc à Grégoire Duchange, qui est maître conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, et qui a accepté de nous parler de cette question aussi importante. Bien, je vous remercie, monsieur le doyen. Les organisateurs de ce colloque m'ont effectivement demandé d'évoquer les plans de départ volontaires et non pas le plan de départ volontaire. Alors malheureusement, les organisateurs de ce colloque ont eu raison. Ils ont eu raison d'utiliser le pluriel et non pas le singulier. Ils ont eu raison, et ils auraient même eu raison avant les ordonnances Macron, puisque avant les ordonnances Macron, on connaissait déjà trois principales variantes des départs volontaires. On connaissait déjà les ruptures conventionnelles homologuées, qui sont soumises à une procédure spécifique par le législateur et qui se mettent en place au niveau individuel. On connaissait également les ruptures d'un commun accord, qui ne sont pas soumises à cette procédure spécifique d'homologation et qui sont mises en œuvre de manière collective au travers d'un plan qui est élaboré par l'employeur, ce qu'on appelle le PDV, le plan de départ volontaire. Et ces PDV, ces ruptures d'un commun accord, se subdivisaient elles-mêmes en deux catégories. Soit le plan de départ ne comprenait pas d'objectif impératif de suppression de poste, et tout licenciement est alors exclu. En pratique, on parlait souvent de PDV autonome. Soit le plan de départ comprenait un objectif impératif de suppression de poste, ce qui laissait la place à de potentiels licenciements et conduisait la pratique à parler de PDV non autonome ou encore de PSE multifonction, dans la mesure où le PDV était alors une des fonctions du PSE en question. Trois types donc de départs volontaires existaient déjà avant les ordonnances Macron: les PDV autonomes, les PDV non autonomes et puis la rupture conventionnelle homologuée. Les ordonnances Macron n'ont expressément supprimé aucune de ces trois sortes de départs volontaires. Au contraire, les ordonnances Macron en ont ajouté deux. Alors, quelles sont ces deux nouvelles formes de rupture conventionnelle? Il s'agit de la rupture conventionnelle collective et des congés de mobilité. Alors, les congés de mobilité existaient déjà antérieurement, mais là, ce sont des congés de mobilité nouvelle formule, puisqu'antérieurement, les congés de mobilité ne correspondaient pas véritablement à un cas de départ d'un commun accord, et c'est désormais le cas. Il n'y a donc plus, semble-t-il, trois modes de départ volontaire, mais 5 modes de départ volontaire en droit positif. Alors, est-ce que c'est entièrement de la faute du législateur? Est-ce que le législateur est coupable ou pas de cette complexification du droit des départs volontaires? En partie sans doute, mais pas entièrement, puisque dès sa première apparition dans la pratique sociale, l'idée de rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié s'est heurtée à d'importantes difficultés conceptuelles. Certains disaient à l'époque: c'est tout simplement l'application de l'article 134 alinéa 2 du Code civil qui nous dit que les conventions légalement formées et s'imposant en partie ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Mais il était en réalité loin d'être évident d'appliquer cette formule de la rupture d'un commun accord au contrat de travail. Le contrat de travail, dans sa forme générale, est en effet un contrat à durée indéterminée. Or, comme tout contrat à durée indéterminée, il peut être librement rompu unilatéralement par les parties, puisque celles-ci n'ont pas choisi de se lier les mains pendant un temps donné. Autrement dit, la rupture d'un commun accord, d'un contrat, est une technique de rupture qui semble adaptée au contrat à durée déterminée. Dans un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas besoin de l'accord de l'autre pour se délier, puisque chaque partie peut en réalité se délier toute seule. Le contrat de travail se situe à cet égard dans une situation un peu particulière, puisque c'est en principe un contrat à durée indéterminée, donc il peut être rompu
unilatéralement par les parties. En conséquence, l'idée de rupture d'un commun accord paraît étrangère au contrat de travail. Mais du côté de l'employeur, la rupture est encadrée du fait de la nécessité de prouver l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'employeur peut alors avoir une tentation. Il peut avoir la tentation d'acheter au salarié l'usage de sa faculté de démissionner. C'est ainsi que l'on peut tenter de qualifier les départs volontaires en droit du travail. Il ne s'agit pas d'une véritable rupture d'un commun accord au sens civiliste, rupture qui ne paraît avoir de sens que pour le contrat à durée déterminée, mais une convention par laquelle le salarié s'engage à faire usage de sa faculté de démissionner en échange de contreparties offertes par l'employeur. L'employeur achète la démission du salarié. Les départs dits volontaires que l'on connaît en droit du travail semblent ainsi s'apparenter à des démissions du salarié, mais des démissions qui sont causées par la volonté de l'employeur d'éviter l'application des règles du licenciement. Les départs volontaires sont ainsi par nature entre deux eaux. Tantôt on sera tenté de les rapprocher du régime de la démission, tantôt on sera tenté de les rapprocher du régime du licenciement. Cette incertitude conceptuelle peut expliquer l'absence de régime général qui serait applicable à tout départ volontaire. Le législateur hésite et il préfère multiplier pour le moment les régimes spéciaux de départ volontaire qui vont, selon les circonstances, selon les cas, se rapprocher du régime du licenciement ou au contraire s'en éloigner. Alors pour tenter de voir un peu plus clair dans ce maquis juridique des départs volontaires, nous commencerons par analyser les deux nouveaux cas de rupture qui sont consacrés par les ordonnances Macron, et puis nous verrons comment ces deux nouveaux cas de rupture viennent s'agencer par rapport aux cas de rupture qui existaient antérieurement. Voyons donc d'abord les deux nouveaux cas de rupture qui sont créés par les ordonnances, à savoir le congé de mobilité, nouvelle formule, et la RCC, la rupture conventionnelle collective. Ces deux nouveaux cas de rupture, congé de mobilité et rupture conventionnelle collective, ont deux principaux points communs. Premier point commun, ils dépendent de la signature d'un accord collectif, un accord de GPEC pour le congé de mobilité et un accord collectif de droit commun pour la rupture conventionnelle collective. Deuxième point commun, il se situe dans la partie du Code du travail consacrée non pas au licenciement, mais aux autres cas de rupture. Et le législateur ajoute expressément que ces ruptures sont exclusives du licenciement. On découvre dans cette formule qu'un nouveau pouvoir est conféré au négociateur d'un accord collectif, un pouvoir d'extraction des suppressions de postes du champ du licenciement pour motif économique. À cet égard, ces nouveaux types d'accords collectifs peuvent être rapprochés des nouveaux accords de compétitivité qui seront évoqués tout à l'heure. Dans ces accords de compétitivité, le salarié est bien licencié, mais on considère que son licenciement est en tant que tel pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Dans les accords de compétitivité, comme dans les accords de rupture d'un commun accord, la négociation collective semble donc avoir le pouvoir d'écarter tout ou partie du régime du licenciement qui est en principe applicable. Alors, ceci étant dit, congé de mobilité et rupture conventionnelle collective ont chacun leurs particularités techniques. J'en évoquerai quelques-unes sans rentrer dans tous les détails compte tenu du temps imparti. Alors, côté congé de mobilité, ce congé de mobilité nouvelle formule ne peut être proposé que dans le cadre d'un accord de GPEC. Ce dispositif existait déjà antérieurement, on connaissait déjà les congés de mobilité, mais c'était conçu à l'époque comme une mesure particulière de reclassement qui pouvait être incluse dans un plan de sauvegarde de l'emploi. Et désormais, ce lien automatique entre congé de mobilité et PSE est coupé, puisque le congé de mobilité devient, semble-t-il, un mode autonome de rupture.
Alors pour autant, rien n'interdit apparemment aux entreprises de continuer à l'utiliser dans le cadre d'un PSE, puisque, à l'inverse de la rupture conventionnelle collective qu'on évoquera ensuite, le congé de mobilité ne doit pas exclure toute possibilité de licenciement. J'ai donc l'impression que ce congé de mobilité, nouvelle formule, peut avoir une vocation mixte. Soit il peut être utilisé de manière autonome, comme mode de rupture hors projet de licenciement, soit il peut être proposé comme mode particulier de reclassement dans le cadre d'un PSE. Par ailleurs, une autre particularité de ce congé de mobilité par rapport à la rupture conventionnelle collective est qu'il n'a pas pour seule vocation d'organiser la rupture du contrat de travail. Il s'agit aussi de prévoir une période d'accompagnement du salarié, notamment au travers de périodes de formation, voire de périodes de travail, au terme desquelles le contrat est effectivement rompu. Donc il s'agit à la fois d'essayer de reclasser le salarié, et puis au terme de cette période de formation, de travail, le contrat est rompu. Pour le reste, l'essentiel du régime du congé de mobilité sera purement conventionnel. Ce sera fixé par l'accord collectif de GPEC. Et cet accord devra préciser la durée, les conditions d'adhésion, la procédure d'adhésion, les modalités de reclassement, le montant de la rémunération, l'information des IRP, et puis le montant de l'indemnité de départ qui sera versé aux salariés et qui doit être au moins égal à l'indemnité de licenciement. Voilà donc pour les particularités techniques de ce congé de mobilité qui présente des différences avec l'autre nouveau cas de rupture, la rupture conventionnelle collective, la RCC. Cette rupture conventionnelle collective est également mise en œuvre par un accord collectif, mais pas par un accord collectif de GPEC, mais par un accord collectif de droit commun. À la différence du congé de mobilité, cette RCC doit exclure tout licenciement et elle ne peut donc pas être utilisée comme le congé de mobilité dans le cadre d'un PSE. Par ailleurs, cette rupture conventionnelle collective a quant à elle pour seul objet d'organiser la rupture du contrat de travail et non d'organiser une période particulière de reclassement avec des périodes de formation et de travail, comme c'est le cas pour le congé de mobilité. En revanche, point commun, l'essentiel du régime de cette rupture conventionnelle collective est également conventionnel, donc c'est l'accord qui met en œuvre la RCC qui va fixer l'essentiel des conditions de départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Cependant, petite différence par rapport à cet accord collectif, l'accord collectif qui met en œuvre la RCC, à la différence de celui qui met en œuvre le congé de mobilité, cet accord va faire l'objet d'une procédure plus lourde, puisque par une sorte de mimétisme avec le droit qui est actuellement applicable au PSE, cet accord doit faire l'objet d'une validation par l'autorité administrative dans un délai de 15 jours, ce qui va permettre à l'autorité administrative de vérifier à la fois la régularité de la procédure d'information des représentants du personnel et le respect du contenu impératif de cet accord sur la RCC. Ces deux nouveaux modes de rupture, congé de mobilité, rupture conventionnelle collective, sont donc, selon les termes du législateur, exclusif du licenciement, même s'il présente en réalité quelques similitudes avec le régime juridique du licenciement. Alors, comment distinguer ces nouveaux modes de rupture des anciens modes de rupture d'un commun accord qui existaient avant les ordonnances Macron? Puisqu'il existe désormais 5 modes de départ d'un commun accord, il est important d'essayer de les distinguer en recourant à certains critères. Alors, 2 critères possibles. Le premier critère, c'est celui qu'on connaissait jusqu'alors, celui qui avait été fixé par la jurisprudence, puisque la jurisprudence distinguait les PDV dits autonomes, qui excluaient tout licenciement, des PDV non autonomes qui n'excluaient pas tout licenciement à défaut de candidats en nombre suffisant pour le départ volontaire. Alors attention tout de même ici, il faut ne pas se méprendre sur l'utilisation de ce terme autonome qui peut un peu prêter à confusion, puisque en réalité dans les 2 cas, les ruptures organisées par le plan de départ volontaire étaient assimilées par le législateur à des licenciements. Donc il n'y avait pas de pleine autonomie par rapport au droit du licenciement. Au contraire, il y avait une pleine assimilation des plans de départ volontaire au licenciement.
Un PDV autonome comme un PDV non autonome, dans la mesure où ils étaient assimilés à des licenciements, ces deux catégories de plans pouvaient entraîner un plan de sauvegarde de l'emploi. Mais le contenu de ce PSE était variable, puisque dans le cadre du PDV autonome, donc sans suppression de poste imposée, la jurisprudence considérait qu'un plan de reclassement interne n'était pas nécessaire, car selon la jurisprudence, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes, il suffisait aux salariés de refuser le départ volontaire. Le salarié qui ne voulait pas partir, il pouvait tout simplement refuser le départ. En revanche, pour les PDV non autonomes, un plan de reclassement interne restait, selon la Cour de cassation, nécessaire. Alors voilà pour l'ancien critère de distinction entre deux catégories de plan de départ volontaire. Comment distinguer ces anciens modes de rupture d'un commun accord avec les nouveaux modes de rupture? Est-ce que l'ancien va faire doublon avec le nouveau ou pas? Alors ça, le législateur ne nous le dit pas expressément. On peut considérer que ça n'est pas le cas, que ce n'est pas un doublon, donc on va maintenir les 5 cas de rupture. Si on recourt à un nouveau critère de distinction, à savoir le critère de l'assimilation ou non de la rupture d'un commun accord à un licenciement pour motif économique. Alors ce nouveau critère de distinction, en réalité, il n'est pas totalement nouveau, puisqu'il était déjà utilisé antérieurement. En effet, le principe était que la rupture conventionnelle homologuée, celle qui vise un salarié pris individuellement, cette rupture conventionnelle homologuée par l'inspecteur du travail n'était pas assimilée à un licenciement, alors que les autres modes de rupture conventionnelle, les plans de départ volontaires, étaient assimilés à un licenciement. On peut donc penser que les deux nouveaux cas de rupture qui ont été inventés à l'occasion des ordonnances Macron vont rejoindre cette première catégorie, la catégorie des ruptures conventionnelles qui ne sont pas assimilées à un licenciement. Et ça pourrait permettre d'assurer la distinction avec les anciens modes de rupture conventionnels. Et en conséquence, ça pourrait permettre d'autoriser la coexistence de l'ancien et du nouveau. Donc si on récapitule, on aurait d'un côté la rupture conventionnelle homologuée, la rupture conventionnelle collective et les congés de mobilité, qui ne sont pas assimilés à un licenciement. Et de l'autre, on a les PDV anciennes formules qui, eux, sont assimilés à un licenciement. Alors simplement, un mot pour conclure très rapidement. Le nouveau droit du travail est sans doute un droit plus souple. Il y a plus de ruptures d'un commun accord. Mais le droit du travail n'est certainement pas un droit plus simple. Il y a trop de ruptures d'un commun accord. Je vous remercie. Merci là aussi pour cette très belle étude et très complète qui nous a permis de bien comprendre la philosophie à la fois des deux nouveaux modes de rupture conventionnelle, mais de comprendre aussi ce qui distingue finalement aujourd'hui les 5 modes auxquels on est confronté.